Salut tout le monde et bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu War of the Ring publié par Ares Games en 2012. War of the Ring Second Edition, la deuxième édition du jeu. Alors voilà, euh, mon plus gros défi dans cette playlist, dans cette série de vidéos sur ce jeu-là va être tout simplement de contenir mon enthousiasme parce que c'est écœurant. Et en bon québécois, écœurant, ça veut dire très bon. C'est un jeu sublime, superbe. Les superlatifs me manquent. C'est bon, on va avoir l'occasion d'y revenir amplement à toutes les fois qu'on va parler d'une mécanique, j'en suis convaincu là. Mais c'est un de mes top jeux ever. C'est un jeu dont le thème est incroyablement riche. Vous vous amuserez là, si ça vous tente à compter le nombre de fois dans cette série de vidéos-là là, où je vais dire comme dans le livre, comme dans les films, comme dans le livre, comme dans les films. Alors, c'est définitivement pas là, c'est le thème qui a donné naissance au jeu et non pas l'inverse là. On va voir l'inverse des fois où quelqu'un a une idée de design, puis après ça, il va chercher un thème. Puis c'est dans ce temps-là qu'on finit toujours par se trouver là, dans une ville au Moyen-Orient où on fait du commerce et où on échange là, des courtes pointes ou bon, des citrouilles contre des 2 par 4, comme dirait mon ami Benoît Larose. Dans ce cas-là, on est ailleurs complètement, là. C'est tout, tout, tout dans le jeu respecte le thème, respecte l'histoire, respecte. C'est pas compliqué, là, c'est pas mêlant. On dirait que c'est tellement fidèle au livre qu'on dirait que quand Monsieur Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux, là, on dirait que lui-même avait un board game en tête, là. C'est pas compliqué, là. Les mécaniques se marient tellement bien au thème là, qu'on a l'impression que l'auteur du livre lui-même avait ça là, en arrière-pensée tout le long qu'il a écrit son œuvre. C'est vraiment délicieux, c'est vraiment incroyable. Mais bon, déjà, je m'écarte de mon plan, fait que petite histoire du jeu, War of the Ring sort pour la première fois en 2004. On peut dire la première édition. À ce moment-là, ça s'appelait pas de même parce qu'ils ne savaient pas qu'il allait avoir d'autres éditions qui allaient suivre. Ça sort pour la première fois en 2004. Déjà là, c'est écœurant et c'est très bon. En 2006, ils sortent Twilight of the Third Age, le crépuscule du tiers âge, je pense, qui était comme une petite expansion qui rajoutait toutes sortes d'affaires et qui rendait le jeu encore meilleur. En 2010, ils ont sorti la fameuse là, Collector's Edition, édition de collectionneur, là, qui a été tirée à je me rappelle plus trop combien d'exemplaires, là, qui était vraiment incroyablement pimpé, avec toutes les figurines là, qui étaient peintes par défaut, là, entre autres choses, là, et bien d'autres trucs. Et c'est en 2012 que sort la deuxième édition du jeu. Donc une version un peu plus abordable pour nous, pauvres mortels qui ne courront pas nécessairement après les éditions de collectionneurs, mais qui veulent juste jouer au jeu. Et depuis ce temps-là, ils ont sorti deux ou trois autres extensions, là. Euh, et tout est bon. C'est tout bon, c'est pas compliqué, là. Dans ces vidéos-là, on va réviser le jeu de base sans les extensions. Donc vraiment War of the Ring, deuxième édition, ce que vous pouvez encore normalement trouver sur les tablettes. Euh, et vous en avez là, pour vous occuper pendant un méchant bout, là, juste avec cette version-là. Là. Si vous n'avez pas encore découvert ce jeu-là, là, c'est à ce point-là, là, je vous envie parce que vous êtes au début d'une d'une découverte là, d'un jeu là, qui, je me répète, là, euh, vraiment sensationnel. OK, l'autre clarification que je veux faire, je vais parler exclusivement là, de la version à deux joueurs du jeu. Fait que on regarde ça par défaut, puis effectivement, on se dit, ben, d'après moi, c'est un jeu à deux, tu sais, les gentils contre les méchants. Effectivement, les règles par défaut vont en ce sens. Par contre, il y a une version à 3 joueurs, puis il y a une version à 4 joueurs officielle dans le livre des règlements. À la fin du livre des règlements, là, il vous rajoute une page ou deux là, pour vous expliquer quoi faire si vous voulez jouer à 3, quoi faire si vous voulez jouer à 4. Personnellement, je ne suis pas un fan de ça. Euh, des fois, là, pour être déjà passé par là,
C'est quelque chose qu'un éditeur va dire, ouais, tu sais, il est bon ton jeu, mais on pourrait-tu, tu sais, deux joueurs, c'est un peu limitant, on pourrait-tu en faire une version trois joueurs ou quatre joueurs? Ils sont forcés quand même, là, c'est pas ce que j'appelle du design de vendredi après-midi, là, qu'on rajoute ça à dernière minute dans le livre des règlements, là. La version à trois joueurs et à quatre joueurs, c'est potable, mais personnellement, à trois ou à quatre, je joue à autre chose, là. Pour moi, ça, c'est un duel dans tout ce qu'il y a de plus pur, comme je disais, les gentils contre les méchants. Puis pour moi, là, le commandement partagé, là, de jouer en équipe 2 contre 2 à ce jeu-là, là, de tu contrôles ce bout-là, puis je contrôle ce bout-là, ça, je trippe un peu moins. Donc, pour cette raison-là, dans cette playlist-là, je vais uniquement me consacrer au jeu à deux, là, qui est la version naturelle là, de toute façon, là, qui est out of the box. C'est un jeu qui est fait pour être joué à deux, là, mais même s'il y a une portion 3-4 joueurs dans le livre des règlements. Dans ce vidéo-là, on s'est tellement emporté qu'on n'a pas, qu'on n'a pas parlé de ce qu'on allait faire dans ce vidéo-là. Ben, c'est une vidéo d'introduction, puis on va aussi parler des conditions de victoire, puis on va faire un petit tour d'horizon, comme on fait souvent, du board. Puis on va s'en tenir à ça, avec ça, puis mon amour pour le jeu, on devrait en avoir plein notre casse pour un premier vidéo. Je tiens à dire aussi, si vous avez des... C'est rare là, quand même, parce qu'habituellement, les gens qui aiment le Seigneur des Anneaux, c'est des gamers. Tu sais, on dirait que là, il y a tout dans le Seigneur des Anneaux là, pour venir nous chatouiller comme gamers. Là, tu sais, là, des orques, des elfes, des nains, c'est là que tout a pris naissance là, dans ce qu'on connaît, là, dans les univers de fantasy. Là, c'est vraiment là que presque tout est venu au monde. Là. Fait que, mais quand même, si vous avez des amis qui tripe sur le Seigneur des Anneaux, mais que vous n'avez jamais réussi pour une raison X à attirer là, dans le monde des board games, là, c'est le jeu pour ça. C'est le jeu pour ça. C'est que vous allez juste déplier le board, là, puis vous allez montrer ça, là, puis là, votre ami va voir la terre du milieu, là, puis déjà, là, ses yeux vont commencer à pétiller. Là. Fait que si vous avez c'est une bébête rare, là, mais si vous avez un ami qui triple là-dessus, mais que les board games, ça y a jamais rien dit, là, ben, malgré le fait que c'est un jeu, comme on va le voir, qui est quand même assez complexe, qui est quand même assez long, qui va prendre facilement là, 2-3 heures à jouer, là, même plus proche de 3, surtout pour vos premières games, et peut-être même un petit peu plus, mais bref, juste le fait que la personne tripe sur le thème, là, euh, si c'est le genre, même si c'est le genre de personne qu'au bout de 5 minutes d'explication, la personne dort au gaz, là, vous allez le voir, là, à chaque fois que vous expliquez ce jeu-là, vous faites des parallèles avec les livres et avec les films, là. Fait que juste ça, vous devriez être capable de garder la personne accrochée. Puis elle-même va être surprise que ça fait une heure que vous expliquez les règlements, puis elle n'est pas encore tannée, puis au contraire, elle salive, elle bave, puis elle a hâte de jouer, là. Fait que vraiment, s'il y avait des amis pour lesquels vous avez lancé la serviette, puis vous avez dit je serai jamais capable de faire jouer ces personnes-là à des jeux de société, think again. Si c'est le genre de personne qui réécoute les films une fois par année, si c'est le genre de personne qui relit les livres régulièrement, là, vous avez quelque chose pour l'attirer dans le monde des jeux de société, définitivement avec ce jeu-là. Un mot sur le mode. Donc ça, on est dans Vassal. C'est un module Vassal non officiel, je dirais. J'oserais même dire, appelez pas la police, là, mais non cautionné par Ares Games. En gros, pour ceux qui connaissent Vassal un petit peu, là, il y a un site web qui s'appelle Vassal Engine où se trouvent tous les modules Vassal, euh, ou en tout cas 90% des modules Vassal de la planète se retrouvent là. Là. C'est comme un gros repository, un gros lieu de rassemblement de tous les modules Vassal. Ne cherchez pas le module de War of the Ring sur ce site-là, il n'est pas là. Puis je veux pas faire ce qu'on appelle en bon québécois mon agace-pissette, là. Mais en toute honnêteté, je me rappelle plus qui m'a donné ce module-là. Je pense qu'à un moment donné, je m'étais fait à l'idée, puis j'avais posté quelque chose sur Board Game Geek pour dire bon, mais j'aimerais ça jouer à ce jeu-là, s'il y a une façon de jouer en play by email, là, qui, comme je le rappelle, est ma façon classique, mon mode opératoire classique pour jouer. Et il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui, ça fait une couple d'années, qui m'avait dit, ben oui, moi j'ai un module Vassal. Encore là, lui, il avait peut-être eu de quelqu'un, qu'il avait eu de quelqu'un, qu'il avait eu de quelqu'un. Donc, où remonte la piste, je sais pas trop. Ceci étant dit, si vous êtes intéressé à avoir le module Vassal, vous pouvez communiquer avec moi, je vais vous l'envoyer. Euh, de toute façon, c'est comme n'importe quoi, là. Il faut que, pour jouer sur Vassal,
il faut qu'un des joueurs de la gang ait une copie physique du jeu. Et ça, je respecte ça à 100%. En tant que designer moi-même, qui a mis son module Vassal dans la nature, j'espère que ceux qui jouent à mon jeu avec le module Vassal, qu'au moins un des deux joueurs, pas tout le monde, un des deux joueurs, dans la vraie vie, vous iriez chez votre buddy, si c'est lui qui a War of the Ring, ben, c'est lui qui sort la boîte, ou c'est lui qui l'amène chez vous. Fait que c'est la même chose ici, là. Fait que tant que vous avez ça, vous êtes clean, selon moi, à utiliser un module Vassal comme ça. De toute façon, il faut comprendre que War of the Ring en ligne se joue principalement via euh, une bonne vieille application Java, là. Donc, c'est pas Tabletop Simulator, c'est pas Vassal. Il y a quelque chose spécifiquement qui a été programmé dans Java. Puis je l'ai plus là, sur mon ordi parce que quand je veux jouer, j'utilise le module Vassal, là. Euh, L'application Java là, contient certaines des extensions et c'est ce qui est utilisé là, pour. Il y a une grosse scène compétitive de jeu pour War of the Ring. Donc, le module Java est utilisé pour ça. Donc, contient même certaines des extensions et est fait à la base pour jouer en temps réel avec votre adversaire. Ou qu'il soit sur la planète, là, mais n'empêche, le module Java marche pas très bien en play by email. Et c'est là où moi, à un moment donné, j'avais dit, ben, j'aimerais ça jouer à ce jeu-là, mais je peux juste jouer en play by email. Est-ce qu'il y aurait une façon? Et c'est là qu'un bon Samaritain m'avait donné le module Vassal. Sachez qu'il existe aussi une application Java. Il y a fort probablement un module dans Tabletop Simulator aussi. Mais bon, moi je suis de la vieille école et j'utilise Vassal pour le meilleur ou pour le pire. Et ça va aller très bien pour vous montrer le jeu. Ceci étant dit, là. Fait que voilà, si ça vous intéresse, petit commentaire ou bon, si on se connaît puis vous avez une autre façon de me rejoindre, n'hésitez pas, je vais vous envoyer le module. Peut-être bien qu'on va jouer une game aussi, why not? OK. Back to business. Les conditions de victoire dans ce jeu-là, j'aime toujours commencer l'explication d'un jeu par ça, là, ça donne le ton pour tout le reste, là. Il y a pas moins de 4 conditions de victoire dans ce jeu-là. Évidemment, c'est un jeu, vous allez le comprendre, extrêmement asymétrique. Alors, j'adore les jeux asymétriques. Fait qu'en partant, évidemment, là, de jouer le Shadow Player, là, qui est comme le méchant, là, c'est complètement différent que de jouer les Free Peoples, les peuples libres, qu'on appelle dans le jeu, là. Fait que, donc, ça va peut-être m'arriver des fois de dire gentil, méchant, là, mais officiellement, là, dans le rulebook, là, il y a le Shadow Player et il y a le Free People's Player, donc les peuples libres contre le Shadow. C'est complètement différent de jouer un ou l'autre, là. Les mécaniques, il y a des affaires semblables, là, mais les mécaniques, les stratégies, puis tout ça, là, c'est drastiquement différent. Fait intéressant à noter, le jeu évidemment a été traduit, il y a eu un succès international, c'est évident, là. Alors le jeu a été traduit, il existe une version française du jeu physique. Le module Vassal évidemment est en anglais, donc si vous avez le jeu en français, là, tous les noms des régions, entre autres, qu'on voit là, ont été traduits, là. Je pense que c'est le Gap of Rohan s'appelle la Trouée du Rohan. Rivendell doit s'appeler Foncombe, là. C'est les mêmes traductions, la comté plutôt que de Shire. Mais bon, vous serez pas trop écarté, là. Si vous avez une version française, vous n'avez jamais eu le courage de vous attaquer au livre des règlements, là, vous ne serez pas perdu dans les vidéos, inquiétez-vous pas, là. Mais évidemment, le module Vassal est en anglais. Right, tu parlais des win conditions, Marco. Effectivement, alors, 4 win conditions et 4 win conditions dans un certain ordre de priorité. OK, fait qu'on va les traiter dans cet ordre-là. La première win, alors le Shadow a 2 win conditions, le Free Peoples a 2 win conditions aussi. La première win condition qui a préséance sur tout, c'est pour le Shadow, c'est la corruption du porteur de l'anneau. Alors, on va le voir quand on va faire le tour du board, mais il y a une track ici qu'on appelle là, le Fellowship Track, là, la piste de la communauté de l'anneau. Et là-dessus, on a un beau marqueur de corruption qui est le rouge ici. Et ça peut redescendre là, en cours de game, mais ça va surtout monter, particulièrement quand le Fellowship arrive au Mordor, vous l'aurez deviné. Et si jamais ce marqueur-là se rend à 12, donc si jamais les porteurs de l'anneau ont une corruption de 12, euh, le Shadow Player gagne instantanément la game. Cette victoire-là a préséance sur toutes les autres. OK?
Et c'est sudden death dans ce cas-là, même si ça arrive en plein milieu d'un tour, victoire pour le joueur Shadow. C'est vrai, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, mais ça va de soi, je pense, là. Mais tu sais, spoiler alert, OK? Sur Le Seigneur des Anneaux, si vous vivez dans une caverne, puis vous ne l'avez pas encore lu, puis que ça vous intéresse de le lire, puis vous n'avez pas encore écouté les films, puis que ça vous intéresse d'écouter les films, bon ben, considérez-vous averti, là, spoiler alert, c'est sûr et certain que je vais parler des livres puis des films dans ces vidéos-là. Je pense pas que c'est un problème, là, mais si oui, bon, fait arrêter de vidéo, allez lire les livres ou écouter les films, puis revenez après, là. Parce que j'allais dire que, ceci étant dit, dans l'histoire, là, tu sais, Frodo, t'as peut-être rendu à 11, là, 11 ou 10, là, tu sais, quand il est vraiment sur le bord là, de ce qu'on appelle le Crack of Doom, là, puis qu'il arrive il reste rien qu'à pitcher euh, l'anneau dans la lave, puis qu'il se vire de bord vers Sam, là, puis qu'il dit The ring is mine, c'est probablement là, qu'il était à 10, 11, peut-être même 11 et demi, là. Il a été très très proche d'être complètement corrompu par l'anneau, puis que tout s'emballe. Bref, première win condition. Deuxième win condition, évidemment, c'est ce qu'on appelle là, de détruire l'anneau, là. Fait que, et ça va nécessiter que les porteurs de l'anneau qui commencent la game à Rivendell, que les porteurs de l'anneau se rendent all the way to Mordor. Ici, là, on va voir toutes ces mécaniques-là, là, se rendent vraiment au Mordor et se rendent ici à leur destination finale sans être corrompus pour venir, comme on dit dans le langage du jeu, dunker l'anneau, là. Parallèle avec le basket, là, on va venir dunker l'anneau au Mordor. On va le détruire. Donc ça, c'est première win condition du Free Peoples. Et c'est ces deux-là, des fois, qui peuvent se chevaucher, là. Alors, il y a des games, là, toutes les games de ce jeu-là se finissent quasiment là, sur le fil. C'est fascinant, là. Euh, il y a des games là où la dernière case que vous allez franchir comme fellowship là, pour vous rendre à la fin ici, pour dunker l'anneau, en même temps que vous allez vous rendre là, vous allez subir de la corruption. Puis si jamais là, vous arrivez à 12 de corruption, mais que vous arrivez en même temps sur la case où vous dunkez l'anneau, too bad, c'est le Shadow Player qui gagne. Et donc, ces deux conditions de victoire-là, c'est sudden death dès que ça arrive, en respectant la priorité, là. C'est victoire instantanément pour un camp ou pour l'autre. Les deux autres types de victoires sont ce qu'on appelle des victoires militaires. Fait qu'il y a une track ici où on suit les points de victoire de manière un peu classique. Il y a un marqueur pour le Shadow puis un marqueur pour le Free Peoples. On y revient. Fait que le Shadow Gang, ça a la priorité quand même. Le Shadow Gang, et ça, c'est checké uniquement à la fin du tour. Donc ça, c'est checké à la fin du tour. Le Shadow Gang, s'il a 10 points de victoire à la fin du tour. Et il ramasse ces points de victoire-là, vous l'aurez deviné, en conquérant des emplacements, là, des peuples libres, là. On va y revenir quand on va faire le tour du board, là, mais il y a certains endroits sur la map qui valent un certain nombre de points de victoire pour le Shadow. Alors, si, il accumule au total 10 points de victoire, si on arrive à la fin d'un tour et le Shadow a accumulé 10 points de victoire, il gagne la game. 10 ou plus, évidemment, là. Généralement, on va s'arrêter. Quoique des fois, on peut aller chercher un petit coussin supplémentaire, mais bref. Quand on arrive à la fin de la game, s'il contrôle 10 points de victoire de Settlements, Free Peoples, le Shadow Player gagne la game. Et ça, je rappelle, ce n'est pas Sudden Death, c'est checké à la fin du tour. Fait que désespérez pas en cours de tour comme Free People si le Shadow vient de conquérir une dernière forteresse qui l'amène à 10. Si le porteur de l'anneau est encore à portée d'être capable d'aller dunker l'anneau, vous allez peut-être réussir à faire ça avant la fin du tour puis gagner via cette win condition-là, même si le Shadow contrôle 10 points de victoire de Settlements, là. Et la dernière et non la moindre, c'est le Free Peoples. Alors ça, c'est très histoire alternative, là. On va voir qu'il y a beaucoup de ça dans le jeu aussi, là. Si le Free Peoples contrôle 4 points de victoire de Settlement méchant. Alors là, ça représente un Free Peoples un petit peu plus fringant, là, qui décide, là, comme on dit, le take the fight to them, là, qui décide là, de s'en aller, puis d'aller lui-même conquérir là, des forteresses du méchant, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, reconquérir la Moria, Dol Guldur, ou même se rendre au Mordor lui-même, là, on a tout vu dans ce jeu-là, là. Fait que
Évidemment, le requirement est un peu plus modeste pour le Free Peoples, là, parce qu'il n'y a pas la puissance militaire du Shadow Player. Alors lui, c'est suffisant s'il contrôle 4 points de victoire de Settlements Shadow à la fin du tour, lui aussi, il gagne. Et encore là, la priorité est importante. Si jamais, c'est rare, là, mais vous arrivez à la fin d'un tour, le Shadow a ses 10 points de victoire et le Free Peoples a ses 4 points de victoire, puis il n'y a rien qui s'est passé par rapport au ring, pas de corruption, pas de ring détruit. C'est le Shadow qui gagne à ce moment-là. La victoire militaire du Shadow a priorité sur la victoire militaire du Free Peoples. Et ça, c'est checké uniquement à la fin de tour, je le rappelle. OK. L'autre chose que je veux dire aussi, dans le module vassal n'est pas 100% identique. Le board que vous voyez là n'est pas 100% identique au board physique du jeu. Entre autres, le board physique du jeu là, a on voit ça dans certains jeux, là, ce qu'on appelle des zones d'overflow d'armée. Quand vous êtes dans une petite région, là, mettons que vous êtes à Edoras, là, qui est une toute petite région, puis vous commencez à avoir pas mal de monde, là, dans le jeu physique. euh, à un moment donné, là, vous pouvez manquer de place. Là. Vous avez tellement de miniatures là, que ça déborde de la région. Là. Fait que dans ce temps-là, dans le jeu physique, là, vous pouvez venir mettre un genre de marker spécial à Edoras, puis venir mettre toutes les units dans une case ici plus grande qu'il y a dans la mer à cet endroit-là, la chose qu'on ne voit pas dans le module vassal. Parce qu'évidemment, dans le module vassal, on voit que c'est quand même assez facile d'empiler des units. Là. Ici, j'ai 5 orques de Sauron, là, puis il me reste encore, j'ai de la place en masse encore à Dol Guldur. Là, mais dans la vraie vie, là, quand toutes ces figurines-là doivent tenir sur la table, on finit par manquer de place dans des régions où c'est plus tight. Là. OK, petit tour d'horizon du board avant de se laisser pour ce premier vidéo-là. Fait que vous avez là, dans le coin en haut à gauche là, deux placeholders pour les cartes des joueurs du Free Peoples. Fait que vous avez, le jeu vient avec 24 cartes qu'on appelle des cartes character, puis 24 cartes stratégie. Donc vous mettez, là, ça c'est vos decks de cartes là, qui sont brassés au début de la game, puis qui sont mis à cet emplacement-là. Là. Vous avez l'équivalent, tant qu'à être sur le sujet, en bas à droite, pour le Shadow Player. Même principe, il y a 24 cartes character, puis 24 cartes stratégie. Là. On les différencie par le dos des cartes. Vous avez ensuite un emplacement, là, un placeholder pour ce qu'on appelle là, les anneaux elfiques. On va voir comment ça peut être utilisé, là, mais les 3 anneaux elfiques commencent la game en possession du Free People's Player. Là. On rappelle que Galadriel avait encore le sien au doigt quand, quand le Fellowship est arrivé en Lorienne. En tout cas, excusez la tronche en moi qui n'a pas fini de s'éclater. Mais bref, on a 3 marqueurs d'anneaux elfiques qui se retrouvent là et qui, quand ils vont être utilisés, vont être flippés et vont être mis encore là, c'est un peu l'effet miroir, même affaire, là, vont être mis dans cet endroit-là ici pour signifier que là, maintenant, ils sont en possession de Sauron et que c'est à son tour de se payer la traite et de les utiliser. Le Fellowship Track, on en a parlé brièvement, non seulement ça va suivre la corruption des porteurs de l'anneau, mais ça va aussi suivre sa progression via cet autre marker-là ici, là, on va tout voir ça quand on va voir les règles de déplacement du fellowship, là. Mais ce marker-là va aussi bouger sur la track pour signifier là, le fellowship, la communauté de l'anneau est rendu comment loin par rapport à ça. Puis ce marker-là, dans le vrai jeu physique, est aussi double-sided, on peut le flipper. Donc une fois que la communauté a été spotée par les méchants, là, on peut flipper le marker pour signifier là, que là, ils sont à découvert, leur position est connue, puis ils sont à risque de se faire jouer des événements un peu plus problématiques. Là. Donc il n'y a que ces 2 markers-là qui se promènent sur cette track-là qui va de 0 à 12. Ensuite, on a un endroit en haut à droite pour garder les cartes de tous les compagnons tant qu'ils sont dans la communauté de l'anneau. Alors au début, à Rivendell, on se rappelle, là, le jeu commence là, après le jeu commence pas, c'est vrai, bon point. Là. Le jeu commence pas au début des livres nécessairement. Là. On abrège un petit peu là, le voyage de la comté à Bree, puis après ça, là, qui finissent par arriver à Rivendell. Là. Le jeu commence là, tout de suite après le Conseil d'Aleron pour ceux qui sont familiers. Alors, la communauté est entière. Là, on a les 9 personnes qui font partie de la communauté au début, puis c'est comme ça qu'on part, avec Gandalf le Gris qui est le guide.
Donc ici, on garde toutes les cartes des compagnons qui sont encore dans le fellowship, avec sur le dessus, qui est le guide de la communauté. C'est une notion importante dans le jeu. C'est pas n'importe qui, c'est pas aléatoire. Là. On va le voir, là, mais toujours garder sur le dessus de cette pile-là qui est le guide. Alors, personnellement, j'aime ça garder le art est écœurant dans le jeu, évidemment. Là, c'est le fameux art de Monsieur John Howe, qui a fait du art là, pour Lord of the Rings depuis des décennies, là, quasiment. Là. Alors, c'est son art à lui qui est utilisé. Alors, évidemment, c'est écœurant. Mais tout ça pour dire qu'il y a des gens qui aiment garder la carte du guide flippée pour qu'on puisse voir son texte sur le dessus du paquet. Euh, Bon, c'est peut-être nécessaire au début quand vous connaissez un peu moins les cartes, mais quand vous connaissez bien les cartes, moi j'aime ça laisser ça du côté du art pour voir le bon vieux Gandalf le gris qui est là puis qui guide la communauté. Dans le jeu physique, vous allez avoir une miniature aussi pour chaque compagnon. Et encore là, même principe, tant qu'ils sont dans la communauté, là, vous les laissez dans cette petite boîte-là. Mais vous aurez deviné que comme dans le livre, à un moment donné, ils vont se séparer de la communauté. Ils vont aller se promener pour aider les peuples libres à se défendre. Mais encore là, au début, ils sont tous là. Dans le jeu physique, vous avez à la fois une miniature, puis vous avez un petit token rond avec la face du bonhomme. C'est nécessaire parce qu'on va le voir, il y a un moment donné où certaines mécaniques vont exiger que vous sélectionnez un compagnon au hasard. Alors plutôt que d'avoir à palper des miniatures et en choisir un, là, à ce moment-là, c'est tous des marqueurs ronds que vous pouvez mettre dans une fameuse tasse opaque et que vous pouvez brasser puis sortir la personne en question. Si on retourne à gauche, dans le fond, pour chaque forteresse qui se trouve sur le board, pour chaque stronghold qui se trouve sur le board, fait qu'ici, par exemple, on a Erebor avec son vrai emplacement physique sur le board de la Terre du milieu. Alors, vous allez avoir une case ici pour Erebor. Vous avez les havres gris, les Grey Havens, célèbre forteresse dernière forteresse elfe avant qu'ils prennent le bateau et qu'ils s'en aillent. Donc, chaque forteresse, autant gentille que méchante, vous allez avoir un placeholder pour cette forteresse-là. Essentiellement, quand que le Shadow attaque cette forteresse-là, là, puis la siège, là, il peut vraiment avoir beaucoup de trafic sur la case, là, parce que là, non seulement vous allez avoir les unités gentilles dans la région, mais vous allez aussi avoir les unités méchantes. Alors là, ça commence, entre guillemets, à faire du monde à la messe, comme on dit en bon québécois. Alors, c'est dans ce temps-là qu'on va prendre les unités gentilles, puis on va venir les mettre ici. En plus, je trouve que ça met l'emphase, oups, ça met l'emphase sur le fait là, que la forteresse est assiégée. Là. T'sais, fait que là, vraiment, vous vous retrouvez dans une situation là, où les nains sont retranchés à Erebor, puis dans la région comme telle, vous metteriez là, l'armée du Shadow Player qui est en train de l'assiéger. Là. Alors ça, c'est une situation de siège classique où on a l'armée du Shadow Player dans la région et les, les, les unités du Free People's Player qui, euh, qui sont retranchées dans la forteresse. Alors ça explique tous ces trucs-là ici. Encore là, je pense que dans le jeu physique, parce que c'est quand même, tu sais, ils ont mis toutes les forteresses euh, bon, du Shadow Player, là, bravo. Là, dans les faits, c'est assez rare qu'il y en a plus qu'une qui est assiégée à la fois. Là. Fait que je pense que dans le jeu physique, si je me rappelle bien, là, il y a seulement deux placeholders génériques pour des forteresses de Shadow. Et c'est ce qui donne la place là, pour venir mettre là, les espèces de trucs que je parlais tantôt, là, les genres de placeholders pour des armées quand certaines régions débordent. Là. Mais une chose est sûre, toutes celles du gentil sont là. Ici en bas à gauche, là, ça a l'air de rien de même, c'est assez plain. Vous avez ce qu'on appelle le Hun Box. C'est là que le Shadow Player va venir mettre là, les dés qui sont consacrés à la traque de l'anneau et à la poursuite de l'anneau dans la partie de gauche. Et dans la partie de droite, le Free People's Player va venir mettre là les dés qu'il utilise pour déplacer la communauté. On va le voir là, dans ces mécaniques-là, là, mais en gros, là, plus le Free People's Player se déplace la communauté rapidement, plus il est à risque de se faire découvrir. Donc, il va venir mettre chaque dé qu'il utilise pour déplacer la communauté dans un tour, ici dans la partie de droite. Et dans la partie de gauche, on a la quantité de dés, soit choisis consciemment ou qui ont été brassés, qui sont dédiés à la traque de l'anneau. On va voir ça évidemment tout en détail.
Ici, vous avez la traque politique, très importante pour savoir là, au début, chaque nation là, a une certaine posture par rapport à toute cette histoire-là. Là. Donc, vous avez les trois nations méchantes qui sont représentées sur cette traque-là et les cinq nations gentilles aussi qui sont représentées sur cette traque-là. On va voir ça en détail. Une nation peut être active ou peut être passive sur cette traque-là. Et dans le fond, plus elle est basse sur cette traque-là, plus elle est mobilisée et, entre guillemets, consciente du danger et prête à se battre. OK? Et la case ultime, la fin de cette traque-là, c'est que la nation est en guerre. Essentiellement, pour l'instant, retenez que tant qu'elle n'est pas en guerre, une nation a plusieurs restrictions. Elle ne peut pas faire de recrutement. Elle ne peut pas traverser des frontières, que ce soit amis ou ennemis. Donc, il y a un gros travail de terrain, surtout pour le Free People's Player, là, comme dans les livres, d'aller brasser ces nations-là, là, puis de dire, tu sais, wake up, là, le Shadow est de retour, Sauron est de retour, vous êtes en danger, faites de quoi, tu sais, là, rassemblez-vous, tu sais, parlez à vos alliés, travaillez ensemble, là, il y a toute cette notion-là dans le jeu qui est vraiment là, euh, écœurant et qui est représenté via la traque politique ici. Et finalement, le board lui-même, dans toute sa splendeur, alors la Terre du milieu, telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a vue sur de nombreuses cartes, dans toutes sortes d'affaires, fait que le board est séparé en régions. Ces régions-là sont séparées là, par des délimitations ici, là, fait que Arnor et Vendim, la comté, là, ce sont toutes des régions. À noter qu'une ligne noire ici, c'est considéré là, une frontière infranchissable. Alors on ne peut pas, heureusement pour les gentils, on ne peut pas passer du mont Gundabad directement à Rivendell. Là. Il y a un pic de montagne dans ce cas-là, ou dans d'autres cas, c'est une grosse étendue d'eau, quelque chose de même. Là. Mais vraiment, là, pour se rendre à Rivendell, il va falloir passer par Montgram, Ethan Moors, Trollchaz, puis là, finalement, on peut y aller. OK? Donc, ligne noire ici, c'est infranchissable. Les lignes de couleur, ça représente les frontières d'une nation. OK? Donc, il y a un total de 8 nations dans le jeu. J'en ai parlé brièvement tantôt. 5 nations gentilles et 3 nations méchantes. Elles ont toutes leurs couleurs uniques. Fait que si on commence par les gentils, là, les nains, c'est une espèce de Bourgogne, là, si on veut. Là. Les nains qui ont une première. Puis là, c'est pas rare, là, entre autres, les elfes, vous allez voir, c'est all over the place. Là. Alors, des fois, une nation va être regroupée à un seul endroit. C'est le cas du Rohan puis du Gondor. Par contre, d'autres nations vont être vraiment éparpillées. Là. Donc, les nains, c'est Bourgogne. On a ces deux régions-là ici. Et ces deux régions-là ici, qui incluent Erebor, qui est une forteresse. Ensuite, on a les elfes, qui est une espèce de vert pâle. Excusez ma grande connaissance des couleurs. Et les elfes ont pas moins de 4 forteresses sur le board, l'équivalent de 8 points de victoire juste pour les elfes. Alors, les elfes n'ont que des forteresses, en fait. Alors, les Grey Havens, Rivendell, Lorien et le Royaume Sylvestre, ou le Woodland Realm, Home of Legolas et Tranduil. Bref. Ensuite, on a le Nord qui est en bleu pâle. Ça inclut d'abord là, la comté qui vaut quand même un point de victoire, on va y revenir. Là. La comté, Bree, ici. Ça inclut Carrock et Rosgobel. Euh, en tout cas, je vais me retenir par rapport au flavor. Et ça inclut aussi Dale. Puis c'est connecté là, quand même par la Old Forest Road ici. Ensuite, évidemment, là, des key players, du moins dans le livre. Le Rohan qui est en vert foncé, ici, qui regroupe évidemment Helm's Deep et Doras, donc 3 points de victoire au Rohan ici. Et le Gondor qui est en bleu plus foncé, là. Évidemment Minas Tirith, Dol Amroth qui est un peu moins connu, et Pélargir, donc 5 points de victoire au Gondor. Je ne l'ai peut-être pas dit, là, mais il y a 2 points de victoire disponibles au nord. Là. Dale vaut un point de victoire et la comté vaut un point de victoire. Il n'y a pas de forteresse. Le nord n'a pas de forteresse, seule nation des Free Peoples qui n'a pas de forteresse. Alors, les méchants ne sont pas en reste. Nous avons évidemment euh, l'Isengard en jaune ici. Alors, Realm de Saruman qui est là. Nous avons évidemment
Le Mordor, là, qui est en rouge, puis qui contient vraiment beaucoup d'endroits, là, Angmar, Mont Gundabad ici, la Moria, Dol Guldur avec Southern Mirkwood, le Mordor, bien sûr, qui est ici, grosse place où se mobilisent beaucoup les troupes. Et finalement, en orange, nous avons ce que le jeu appelle, pas juste le jeu, là, mais les Southrons et les Easterlings. Je me rappelle pas en français c'était quoi, là, mais les sudistes et bref, là, les fameux pirates, là, en tout cas dans les films, on les voit pas beaucoup. Là, ils se font rincer, c'est quand même pas très long là, par l'armée des morts. Là. Mais bref, là, c'est ceux qui ont les Mumakil, là, les gros éléphants. Là. Fait que donc c'est tous ces gens-là, là, c'est des humains finalement méchants à la solde de Sauron. Là. Donc eux autres aussi là, ont un endroit ici, puis un peu plus au sud de la map également. Les autres affaires que vous pouvez voir sur le board, euh, donc quatre choses sur lesquelles je vais attirer votre attention là, qui peuvent distinguer une région. Là. D'abord, une région peut avoir ce qu'on appelle des fortifications. Il y en a seulement deux dans le jeu, là, Osgiliath et les Fords of Isen, les gués de Lycène, ici. Alors, une fortification, ça donne un bonus en combat aux défenseurs qui s'y trouvent. Mais ça ne vaut pas de points de victoire en soi et on ne peut pas recruter des troupes non plus dans une fortification. Ensuite, les trois autres choses que je vais parler, de manière générale, c'est appelé dans le rulebook des settlements. OK? Donc, le vocabulaire va être important des fois. Et il y a trois types de settlements différents. Donc, un settlement a quand même la particularité universelle que une nation qui est en guerre peut recruter des troupes dans ces settlements qui n'ont pas été capturés par l'ennemi. À cette heure, il y a trois types de settlements. Il y a ce qu'on appelle les towns, les villages, si on veut. Alors, Lossarnac est un bon exemple, Lamédon est un bon exemple. Dans ce cas-là, vous avez uniquement le losange qui se trouve là. Là. Euh, Westemnet une town du Rohan, donc ça ne vaut pas de points de victoire, ça ne donne aucun bonus en combat, mais ça vous permet d'y recruter des troupes si jamais la région n'a pas été conquise par l'ennemi. Ensuite, la coche de plus, c'est une city ou une cité. Alors ça, c'est ceux qui ont des rectangles ici. Ils vont toujours avoir le petit logange pour vous rappeler là, que vous pouvez faire du recrutement là, là. Mais là, vraiment, quand vous avez un rectangle ici, ça, c'est une cité. Alors, Pélargir en est une, Edoras en est une. On a parlé de la comté tantôt. Dale, même les méchants en ont. Là. Angmar est une cité du Mordor. Donc, citer deux choses, ça donne exactement le même bénéfice défensif qu'une fortification, mais en plus, ça vaut un point de victoire si l'ennemi la capture. Et finalement, là, de loin, l'endroit où vous voulez vous trouver en cas d'invasion du Shadow Player, les forteresses qui sont représentées par des carrés ici, qui ont toutes leurs pendants à gauche, comme j'expliquais tantôt. Donc, une forteresse, là, on va voir tous les détails, là, mais c'est définitivement l'endroit qui assure la meilleure protection en cas de combat. Ce sont aussi les lieux les plus payants. Alors, 2 points de victoire pour l'ennemi s'il réussit à capturer de vos forteresses. Là. Mais vraiment, on va le voir, là, un siège d'une forteresse, là, ça peut être une histoire qui dure plus qu'un tour. Ça peut être assez long. Encore là, comme dans les livres, Helm's Deep et Minas Tirith, là, le siège de ces deux places-là a quand même occupé pas mal de temps dans le film et pas mal de pages dans le livre. Fait que c'est ça, ma foi, ça passe vite quand on s'amuse. Fait on va s'arrêter là pour ce premier vidéo-là. J'espère que si vous connaissez pas ce jeu-là, My God, essayez euh, d'endurer ma parlotte un peu là, qu'on le découvre ensemble. Là, mais c'est vraiment là, je le répète, là, un bijou. Alors vraiment, lâchez pas, continuez votre exploration de la playlist si j'ai piqué votre curiosité. Donc voilà, je m'arrête ici parce que je pourrais en parler jusqu'à demain matin. Poursuivez votre écoute de la playlist. Merci.